À chaque vacances, j'allais rendre visite à mes grands-parents, et cette année, j'ai décidé de rembourser intégralement leur prêt immobilier, en guise de cadeau. Quand je leur ai annoncé la nouvelle lors du dîner de famille, ils ont manifesté une joie que je n'avais jamais vue, ce qui a fait de moi la personne la plus heureuse. Mais quand je suis revenu l'année suivante, et que j'ai frappé à la porte pour leur faire une surprise, j'ai vu ma sœur ouvrir et me crier « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» J'ai exigé « Où sont mes grands-parents ?» Ma mère a hurlé depuis l'arrière-plan « Oh, on en a eu marre d'eux, alors on les a laissés dans une maison de retraite. En plus, ta sœur voulait la maison pour elle, alors fiche le camp. » Papa a ajouté « Il donnait trop de travail. » Je me suis précipité dans toutes les maisons de retraite, mais à ma grande surprise, je les ai plutôt retrouvés à l'hôpital. Et quand le médecin m'a dit ce qu'ils avaient trouvé dans le rapport, c'est là que j'ai décidé de leur faire vivre un enfer. Compte tenu, la chaleur de septembre s'accrochait encore au bitume, tandis que je m'engageais dans l'allée de ce qui aurait dû être la maison de mes grands-parents. J'avais conduit 12 heures d'affilée depuis Denver, alimenté par rien d'autre que du café de station-service, et par l'excitation de surprendre Mamie Ruth et Papy Tom. Mes doigts tambourinaient contre le volant, alors que j'imaginais leur visage au moment où ils ouvriraient la porte. L'été dernier avait été différent. L'été dernier avait été parfait. Je peux encore revoir les mains de Mamie Ruth trembler, tandis qu'elle tenait la lettre de remboursement intégral du prêt. Ses yeux, voilés par la cataracte mais toujours vifs d'intelligence, avaient parcouru le document 3 fois avant qu'elle n'y croie. Papy Tom, lui, est juste resté assis dans son fauteuil inclinable, celui dont la coudoir tenait avec du ruban adhésif, et il a pleuré. Vraiment pleuré. En 32 ans d'existence, je n'avais jamais vu cet homme verser une larme. C'est trop, avait murmuré Mamie, pressant le papier contre sa poitrine comme s'il pouvait disparaître. Comment as-tu pu faire ça? Je m'étais tué à la tâche pendant 3 ans, des semaines de 80 heures au cabinet d'architecte, des projets en freelance les week-ends, vivant dans un studio qui coûtait moins cher que le paiement mensuel de la voiture de la plupart des gens. Chaque centime dont je n'avais pas besoin pour survivre allait sur un compte séparé, intitulé « Maison libre ». Mes collègues pensaient que j'étais folle. Mes amis avaient cessé de m'inviter à sortir, car ils savaient que je dirais non. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, quand j'ai vu le soulagement pur envahir les visages de mes grands-parents. Ils m'avaient élevé. Vraiment. Après que maman eut décidé que la maternité nuisait à son style, et que papa était trop occupé à gravir les échelons de l'entreprise pour remarquer que ses filles existaient, Mamie Ruth et Papy Tom étaient devenus mon tout. Les vacances d'été chez eux dans le Colorado s'étaient transformées en étés entiers, puis en années scolaires aussi, quand les choses avaient vraiment mal tourné à la maison. Ils m'ont appris à faire du vélo, m'ont aidé avec mes devoirs, et ont assisté à absolument toutes les pièces de théâtre de l'école, même quand mes propres parents ne prenaient pas la peine de venir. Ma sœur, Valérie, ne s'est jamais beaucoup souciée d'eux. Elle a toujours été plus en phase avec la mentalité de nos parents, pour qui les parents âgés étaient des inconvénients plutôt que des trésors. Mais même elle avait souri l'été dernier, quand j'avais annoncé que le prêt était remboursé. Tout le monde, réuni autour de la table du dîner, se passant les plats du fameux rôti de mamie, semblait sincèrement heureux. À la famille, avait porté un toast papa, levant son verre de vin bon marché. Et au cœur généreux de ma fille. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. Maintenant, debout sur le porche d'entrée avec une valise pleine de cadeaux et de biscuits faits maison soigneusement emballés dans des Tupperware, j'ai sonné à la porte. Le carillon a résonné à l'intérieur, suivi de bruits de pas, des pas lourds qui ne correspondaient ni au pas léger de ma grand-mère, ni à la démarche prudente de mon grand-père. La porte s'est ouverte brusquement, et Valérie était là. Ma sœur cadette, 28 ans et un sentiment perpétuel que tout lui est dû, me fusillait du regard comme si j'étais une démarcheuse à domicile interrompant son après-midi. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon désordonné, et elle portait un pantalon de yoga qui coûtait probablement plus cher que mon budget mensuel d'épicerie. « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» Sa voix dégoulinait de mépris. Mon estomac s'est noué. « Val, qu'est-ce que tu fais là? Où sont mamie et papy? Oh, pour l'amour de Dieu !» La voix de maman venait de l'intérieur. Elle est apparue derrière Valérie, s'essuyant les mains sur un torchon de cuisine comme si elle était chez elle. On en a eu marre d'eux, alors on les a laissés dans une maison de retraite. En plus, ta sœur voulait la maison pour elle. Alors, fiche le camp. Le monde a basculé. Je me suis agrippé au cadre de la porte pour me stabiliser. Vous avez fait quoi? Papa a émergé de ce qui était autrefois l'atelier de papy,
une bière à la main. Il donnait trop de travail. Tu n'étais pas là pour aider, alors on a pris une décision exécutive. La maison était là, inutilisée, avec le prêt remboursé et tout. Ça semblait être du gâchis. Du gâchis? Ma voix est sortie étranglée. J'ai remboursé ce prêt pour eux, pour que mamie et papy puissent vivre ici en paix. Valérie a levé les yeux au ciel. Eh bien, ils ne s'en servent plus. J'avais besoin d'un endroit plus grand, et cette maison est parfaite. Tu ne t'attends quand même pas à ce qu'ils continuent à vivre seuls à leur âge, n'est-ce pas? Ils pouvaient à peine prendre soin d'eux-mêmes. C'était un mensonge. 5 mois plus tôt, nous avions fait un appel vidéo pendant 2 heures. Mamie m'avait montré son jardin débordant de tomates et de courgettes. Papy prévoyait une partie de pêche avec son ami de l'église. Ils étaient vieux, oui, mais ils se débrouillaient très bien. Quelle maison de retraite, ai-je exigé. Maman a fait un geste dédaigneux de la main. Je ne me souviens plus du nom. Un de ces endroits à l'est de la ville. Ils vont bien. Ils ont des infirmières et tout. Donnez-moi l'adresse. On n'a rien à te donner, a sèchement répliqué Valérie. C'est ma maison maintenant. Mamie et papy l'ont cédé volontairement. Volontairement? Le mot avait un goût de poison. Tu veux dire que vous avez manipulé 2 personnes âgées pour qu'elles abandonnent leur maison. Surveille tonton, a prévenu papa. Nous sommes toujours tes parents. Vous avez cessé d'être mes parents il y a bien longtemps. J'ai sorti mon téléphone, cherchant déjà les établissements pour personnes âgées. Je vais les trouver. Et quand je l'aurai fait, vous le regretterez tous. Tu nous menaces. Maman a ri. Elle a vraiment ri. Ma chérie, tu dois accepter que les choses changent. On s'occupe de tes grands-parents. Nous avons fait le choix responsable. Le choix responsable aurait été de les laisser dans la maison que j'ai achetée pour eux. Valérie s'est avancée, son visage à quelques centimètres du mien. Dégage de ma propriété avant que j'appelle les flics. Je voulais crier. Je voulais démolir la maison. Au lieu de ça, je me suis retourné et j'ai regagné ma voiture avec toute la dignité que j'ai pu rassembler. Mes mains tremblaient en démarrant le moteur. Dans le rétroviseur, j'ai vu maman, papa et Valérie, debout sur le porche, l'air satisfait d'eux-mêmes. Le côté de la ville comptait 4 établissements de soins pour personnes âgées. Je les ai tous essayés. Evergreen Acre a dit qu'il n'avait pas de résident de ce nom. Sunset Meadows m'a dit la même chose. Golden Years Community et Peaceful Valley n'ont rien donné non plus. La panique a commencé à s'installer, alors que le soleil déclinait dans le ciel. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Est-ce que je parle à Jessica? Jessica Winters? Une voix de femme, professionnelle et prudente. Oui. Qui est à l'appareil? C'est Stéphanie de l'hôpital Saint-Marie. Votre nom est indiqué comme contact d'urgence principal pour Thomas et Ruth Winters. Il y a eu un incident. Le monde s'est arrêté. Quel genre d'incident? Est-ce qu'ils vont bien? Il faut que vous veniez à l'hôpital. Les médecins souhaitent vous parler directement. J'ai dépassé toutes les limitations de vitesse pour y arriver. Le parking de l'hôpital était un flou. L'ascenseur a mis des siècles à atteindre le 4e étage. Une infirmière m'a dirigé vers la chambre 417, où un médecin en blouse blanche se tenait à l'extérieur, examinant un dossier. « Vous êtes Jessica ?» a-t-il demandé. « Oui. » « Que s'est-il passé? Où sont mes grands-parents? » L'expression du docteur Patel était grave. « Votre grand-mère est stable, mais sévèrement déshydratée. Votre grand-père a une pneumonie et plusieurs escarres infectés. Nous les avons trouvés dans un établissement appelé Riverside Care Center. J'ai appelé tous les établissements du côté est. Personne n'a mentionné celui-là. C'est parce que Riverside fait l'objet d'une enquête. Il se trouve du côté ouest, dans une zone industrielle. Quand les ambulanciers sont arrivés cet après-midi, après avoir reçu un signalement anonyme, ils ont trouvé vos grands-parents dans des conditions déplorables. Une literie souillée, pas de climatisation par cette chaleur, et une supervision minimale du personnel. Mes jambes ont flanché. Le docteur Patel m'a rattrapé par le bras et m'a guidé vers une chaise. C'est grave à quel point, ai-je murmuré. Votre grand-mère a perdu 7 kilos au cours des 4 derniers mois. Elle était allongée dans les mêmes vêtements qu'elle portait apparemment depuis des jours.
Les escarres de votre grand-père sont de stade 3. L'une d'elles est infectée. Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Est-ce que je peux les voir? Votre grand-mère est réveillée. Votre grand-père est sous sédatif pendant que nous traitons l'infection. Mamie Ruth avait l'air minuscule dans son lit d'hôpital, entourée de moniteurs et de poches de perfusion. Son visage s'est illuminé quand elle m'a vu, mais ce n'était que l'ombre de la femme vibrante que je connaissais. Ses joues étaient creuses, sa peau parcheminée et pâle. « Jessie » a-t-elle soufflé. « Tu es venue. » J'ai approché une chaise et j'ai pris sa main, en faisant attention à la perfusion. « Mamie, que s'est-il passé? Comment avez-vous atterri dans cet endroit ?» Des larmes ont coulé sur ses joues ridées. Ta mère et Valérie sont passées en mai. Elles ont dit qu'elles s'inquiétaient pour nous, que la maison était trop difficile à gérer seule. Nous leur avons dit que nous allions bien, mais elles ont continué à insister. Ton père est arrivé avec des papiers, a dit que ce n'était que temporaire, que nous irions dans un bel établissement pendant quelques mois, le temps qu'il prépare la maison pour notre retour. Ils vous ont menti. Nous l'avons réalisé quand ils nous ont emmenés à Riverside. C'était horrible, Jessie. Le personnel passait à peine. La nourriture était immangeable. Ton grand-père est tombé en allant aux toilettes, parce que personne ne répondait à la sonnette d'appel. Il a eu si mal. J'avais envie de donner un coup de poing dans un mur. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? Ils ont pris nos téléphones. Ils ont dit que l'établissement n'autorisait pas les portables personnels pour des raisons de sécurité. Nous avons essayé d'utiliser le téléphone de la maison, mais il ne fonctionnait que pour les appels sortant vers un numéro spécifique. Le numéro de ta mère. Quand nous avons appelé pour la supplier de nous laisser rentrer, elle a dit que nous étions dramatiques et qu'il fallait laisser passer du temps. La fureur qui montait dans ma poitrine était volcanique. Avez-vous signé quelque chose? Des documents légaux. Ton père a apporté des papiers. Il a dit que c'était juste une procuration médicale en cas d'urgence. Nous étions si confus. Il nous a pressés de signer. Ton grand-père ne pouvait même pas le lire correctement sans ses bonnes lunettes. Où sont ces papiers maintenant? Je ne sais pas. Ils ont tout pris quand nous sommes entrés à Riverside. La respiration de mamie devenait laborieuse tandis qu'elle parlait, ses mains frêles s'agrippant aux miennes avec une force surprenante. Il y a autre chose, Jessie. Des choses que je dois te dire avant qu'ils n'essaient de donner leur version. Prends ton temps, mamie. Je ne vais nulle part. Elle a fermé les yeux un instant, rassemblant ses forces. Quand ils sont venus pour la première fois en mai, Valérie s'est montrée si préoccupée. Elle a parcouru chaque pièce, prenant des notes sur son téléphone. Elle disait qu'elle documentait les problèmes d'entretien pour nous aider à réparer les choses. Je l'ai cru. Ton grand-père pensait qu'elle mûrissait enfin, qu'elle prenait ses responsabilités. Ma mâchoire s'est crispée. Elle cataloguait les biens. Nous l'avons compris plus tard. La semaine suivante, ta mère est arrivée avec des provisions et a commencé à vérifier nos médicaments. Elle a fait tout un cinéma sur le fait que nous mélangions les doses, que c'était dangereux. Elle n'avait pas tout à fait tort. Ton grand-père avait oublié sa pilule pour la tension 2 fois ce mois-là. Mais à la façon dont elle le présentait, nous étions complètement incompétents. De la manipulation classique, ai-je marmonné. Te faire douter de toi-même d'abord. Puis ton père est arrivé, avec cette attitude amicale que je ne lui avais pas vue depuis des années. Il a apporté du café de cet endroit cher du centre-ville. Il s'est assis à notre table de cuisine, agissant comme s'il se souciait de nous. Il a parlé des propriétés qu'il avait gérées, du nombre de clients âgés qu'il avait aidé à transitionner vers des établissements de soins. Il a dit que ce n'était pas renoncer à son indépendance, mais simplement être intelligent dans la planification de l'avenir. Je pouvais l'imaginer parfaitement, utilisant son charme d'agent immobilier pour leur vendre leur propre emprisonnement. Combien de fois sont-ils venus avant les papiers? 4 fois en 3 semaines. À chaque visite, il semait de nouvelles graines. Ta mère a mentionné une amie dont les parents étaient tombés et n'avaient été retrouvés que 2 jours plus tard. Valérie a parlé des cambriolages dans le quartier. Ton père nous a montré des statistiques sur les accidents domestiques chez les personnes âgées. Ils étaient systématiques, construisant un dossier pour prouver que nous n'étions pas en sécurité. Une infirmière a passé la tête, fronçant les sourcils en regardant les moniteurs. Madame Winters, votre tension artérielle est élevée. Vous devez vous calmer. Je dois tout lui dire, a insisté mamie,
avant d'oublier ou avant qu'il ne me fasse douter de ce qui s'est réellement passé. L'infirmière m'a regardé. Encore 5 minutes. Ensuite, elle a besoin de repos. Mamie a serré ma main plus fort. Le jour où ils ont apporté les papiers, ils sont venus tous les 3 ensemble. Ils avaient un notaire avec eux, une femme que ton père connaissait de son bureau. Elle nous a à peine regardés, elle a juste tamponné et signé tout ce qu'il lui a mis sous les yeux. Ton père n'arrêtait pas de dire procédure standard et juste une précaution. Le langage était si compliqué, des termes juridiques que je n'avais jamais entendus auparavant. Vous ont-ils donné des copies? Ils ont dit qu'ils les enverraient par la poste. Ils ne l'ont jamais fait. Quand nous avons interrogé ta mère à ce sujet lors d'un de ses appels pour prendre de nos nouvelles à Riverside, elle a dit que nous avions dû les égarer. Elle a blâmé notre mémoire. Que s'est-il passé le jour où ils vous ont emmené à l'établissement? La voix de mamie est tombée à un murmure à peine audible. Valérie est venue le matin et a dit qu'il y avait une fuite de gaz. Elle nous a fait sortir de la maison en vitesse, avec juste les vêtements que nous portions et un petit sac chacun. Elle a dit que tout le reste serait apporté plus tard. Elle nous a conduits directement à Riverside. Quand nous sommes arrivés et que nous avons vu à quel point c'était délabré, ton grand-père a essayé de refuser, il a dit que nous appellerions un taxi pour rentrer. Qu'ont-ils fait? Ton père attendait déjà à l'intérieur. Il a dit au personnel que nous étions confus et combatifs, que nous montrions des signes de démence. La coordinatrice d'admission nous a regardés comme si nous étions des problèmes à gérer, pas des personnes. Ils nous ont emmenés dans notre chambre, et j'ai réalisé que toutes nos affaires étaient déjà là. Pas les choses que nous avions emballées pour une urgence, mais des cartons de notre maison. Ils nous avaient vidés pendant qu'on nous enregistrait. Ma vision s'est brouillée de rage. Ils ont tout planifié à la minute près. J'ai essayé de t'appeler cette première nuit. J'ai utilisé le téléphone de la chambre. Ça a sonné, puis c'est tombé sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message, mais mes mots sortaient confus parce que je pleurais. L'as-tu reçu? J'ai cherché dans ma mémoire, et mon estomac s'est retourné. J'ai reçu un message vocal en mai d'un numéro inconnu. C'était brouillé, et je n'ai rien compris. J'ai pensé que c'était un appel indésirable et je l'ai supprimé. Mamie a hoché tristement la tête. J'ai essayé 3 autres fois. Le personnel m'a surprise à la 4e tentative et a retiré le téléphone de notre chambre. Ils ont dit que nous dérangions les autres résidents. Après ça, ils ont surveillé quand nous pouvions passer des appels et qui nous pouvions contacter. Le numéro de ta mère était le seul qu'ils composaient pour nous. C'est une conspiration criminelle, mamie, pas juste un drame familial. Il y a autre chose. Elle a jeté un coup d'œil à la porte, baissant encore plus la voix. 2 semaines après notre arrivée à Riverside, une femme est venue nous rendre visite, elle a dit qu'elle venait du comté, pour vérifier l'état des résidents. Elle semblait gentille, elle nous a demandé comment nous nous adaptions. J'ai commencé à lui dire la vérité, que nous ne voulions pas être là, sur les conditions. Le membre du personnel qui se tenait à proximité a toussé bruyamment, et la femme a rapidement mis fin à la visite. Plus tard, j'ai entendu ce même membre du personnel au téléphone dire que l'inspection s'était bien passée. Elle a été payée ou prévenue à l'avance. C'est là que j'ai su que personne ne viendrait nous aider. C'est là que ton grand-père a arrêté de se battre et est devenu silencieux. Il a abandonné, Jessie. J'ai regardé l'homme que j'aime depuis 54 ans simplement abandonner tout espoir. Un sanglot s'est coincé dans ma gorge. Je suis tellement désolé de ne pas avoir su. Je suis désolé de ne pas avoir été là. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. L'infirmière est revenue, cette fois avec un médecin. Madame Winters a vraiment besoin de se reposer. Ses signes vitaux sont préoccupants. J'ai embrassé le front de mamie. Je vais arranger ça. Je te le promets. Je vais tout arranger. Je sais que tu le feras, ma chérie. Tu le fais toujours. En sortant de cette chambre d'hôpital, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer un mémo vocal avec tout ce que mamie m'avait dit. Chaque détail comptait. Chaque manipulation qu'ils avaient utilisée deviendrait une preuve contre eux. Dans le couloir, j'ai failli percuter une assistante sociale qui portait un dossier épais. Êtes-vous de la famille de Thomas et Ruth Winters? Je suis leur petite fille, Jessica, le contact d'urgence principal. Elle m'a fait signe d'entrer dans une petite salle de consultation. Je suis Karen Reeves, des services sociaux.
Nous devons discuter de certaines préoccupations concernant la situation de vie de vos grands-parents avant leur hospitalisation. À l'intérieur de la pièce, elle a étalé des papiers sur la table. Quand les ambulanciers sont intervenus à Riverside, ils ont tout documenté. L'administrateur de l'établissement a affirmé que vos grands-parents n'étaient résidents que depuis 2 semaines, mais leur détérioration médicale suggère des mois de négligence. La chronologie ne correspond pas, ils sont là depuis mai, presque 4 mois. L'expression de Karen s'est durcie. Alors l'administrateur a menti au service d'urgence. C'est de l'obstruction. Pouvez-vous prouver la chronologie? J'ai sorti mon téléphone, lui montrant l'appel vidéo d'il y a 3 mois où mamie et papy avaient l'air en bonne santé et heureux dans leur propre maison. C'était début juin. Ils allaient bien. C'est une preuve cruciale. L'établissement prétend qu'ils étaient déjà en mauvais état à leur arrivée, essayant de rejeter la faute. Votre vidéo prouve le contraire. Elle a pris des notes rapidement. Qui a organisé leur placement à Riverside? Mes parents et ma sœur. Ils les ont forcés à leur céder leur maison et les ont convaincus que c'était temporaire. Karen a levé les yeux brusquement. Exploitation financière combinée à un placement forcé. Les services de protection des adultes ont-ils été contactés? Je comptais les appeler ensuite. Ne le faites pas. Je vais faire le signalement directement. Les cas signalés par les travailleurs sociaux sont prioritaires. Elle a sorti une carte de visite. C'est la ligne directe de l'enquêtrice qui s'occupe des cas de maltraitance. Mentionnez mon nom. Elle accélérera le processus. Merci. Ne me remerciez pas encore. Ces cas sont difficiles à prouver. Les membres de la famille savent comment manipuler le système. Mais d'après ce que je vois ici, votre famille a été négligente. Ils ont laissé une trace. Je trouverai chaque morceau de cette trace. Karen a rassemblé ses papiers. Encore une chose. Le dossier médical de votre grand-père montre des signes de blessures antérieures compatibles avec des chutes ou des altercations physiques. Avait-il des problèmes avant Riverside? Jamais. Il était actif, en bonne santé, il allait à la pêche tous les week-ends. Alors ces blessures se sont produites à l'établissement. Je vais recommander au Conseil de l'État de révoquer immédiatement la licence de Riverside. Mais ça, c'est juste l'établissement. Les membres de votre famille pourraient faire face à des accusations criminelles si nous pouvons prouver l'intention. Nous le prouverons. Elle m'a étudié un long moment. Vous semblez très certaine. Ils ont fait une erreur. Ils pensaient que mes grands-parents étaient sans défense, que personne ne se soucierait assez d'eux pour se battre. Ils ont sous-estimé à quel point j'aime ces gens, et ce que je suis prête à faire pour les protéger. Un léger sourire a traversé le visage de Karen. Alors ils sont sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse. Cette nuit-là, je suis resté dans un motel bon marché et j'ai passé des appels. D'abord à un ami avocat de l'université, Nathan Pierce, spécialisé en droit des personnes âgées, puis au service de protection des adultes via le contact de Karen, puis aux chaînes de télévision locales. À minuit, j'avais un plan qui se dessinait. Nathan m'a retrouvé dans un café le lendemain matin. C'est grave, Jess. Vraiment grave. S'ils ont forcé tes grands-parents à signer des droits de propriété alors qu'ils étaient diminués ou sous la contrainte, c'est une fraude. Les conditions à Riverside pourraient entraîner des accusations de maltraitance de personnes âgées. Je veux qu'ils soient tous poursuivis. Mes parents, ma sœur, et quiconque dirige cet établissement. Je peux t'aider pour tes grands-parents, mais tu auras besoin d'un détective de ton côté pour l'aspect criminel. Il a glissé une carte de visite sur la table. Voici la détective Laura Morrison. Elle s'occupe des cas de maltraitance envers les aînés. Je l'ai déjà appelée. Elle t'attend à 2 heures. La détective Morrison était une femme pragmatique d'une 40aine d'années, avec des yeux perçants et une poignée de main ferme. Elle a écouté toute mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes dans un carnet en cuir. Avez-vous une preuve du remboursement du prêt? A-t-elle demandé. J'ai affiché les documents sur mon téléphone. Tout est là. Les virements bancaires, la lettre de remboursement officielle, les registres montrant que la maison appartenait uniquement à Thomas et Ruth Winters. Et vous étiez en visite l'été dernier quand c'est arrivé? Oui, nous avons eu un grand dîner de famille pour célébrer. Des photos de ce dîner? J'ai fait défiler mon téléphone et j'en ai trouvé plusieurs. Maman levant son verre de vin. Papa avec son bras autour de papy.
Valérie qui sourit vraiment, juste ici. Parfait. Cela établit que tout le monde était au courant du cadeau et de son but. Maintenant, j'ai besoin que vous me racontiez tout de votre conversation à la maison hier. Chaque mot dont vous vous souvenez. J'ai raconté toute la confrontation. L'expression de la détective Morrison s'est assombrie à chaque phrase. La déclaration de votre mère sur le fait d'en avoir eu marre d'eux est particulièrement accablante. Cela suggère un abandon en connaissance de leur vulnérabilité. Et votre sœur revendiquant la propriété montre une intention de frauder. Elle a fermé son carnet. J'ouvre une enquête. Je devrais interroger vos grands-parents quand ils seront assez forts, mais d'après ce que vous m'avez dit, nous avons des motifs pour plusieurs chefs d'accusation. Combien de temps cela prendra-t-il? La justice est lente, mais je vais faire avancer les choses aussi vite que possible. En attendant, vous devez sécuriser les droits légaux de vos grands-parents. Sortez-les de cette situation de manière permanente. Nathan m'a aidé à déposer une demande de tutelle d'urgence. En une semaine, j'avais la garde temporaire de mamie et papy, ce qui signifiait que toute décision concernant leurs soins devait passer par moi. La première chose que j'ai faite a été de faire examiner l'acte de propriété. Le document que papy avait signé n'était pas une procuration médicale. C'était un acte de renonciation transférant la maison à Valérie, avec une clause stipulant qu'ils pouvaient résider sur la propriété tant qu'ils étaient physiquement capables de l'entretenir sans assistance. Mon père, qui travaillait dans l'immobilier, l'avait délibérément rédigé de manière vague. La deuxième partie du document, signée par un notaire, affirmait que mes grands-parents avaient volontairement conclu un accord de soins avec Riverside, renonçant à leur droit de retourner sur la propriété. C'est de la fraude envers les aînés, un cas d'école, a dit Nathan en tapotant les papiers. Ils ont tout manigancé. Les faire sortir de la maison, prétendre qu'ils ne peuvent pas l'entretenir, prendre la propriété légale. Pouvons-nous l'annuler? Absolument. Nous soutiendrons que vos grands-parents ont signé sous la contrainte, qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils signaient, et que votre père a exploité ses connaissances immobilières pour créer un document trompeur. Un juge annulera cela en un clin d'œil une fois qu'il aura entendu les circonstances. Papy Tom est sorti de sédation le 5e jour. Le voir réveillé mais faible avait brisé quelque chose en moi. Cet homme m'avait appris à pêcher, à changer un pneu, à me défendre. Maintenant, il pouvait à peine s'asseoir sans aide. Ne pleure pas, ma petite Jessie, a-t-il dit doucement. Je suis plus costaud que j'en ai l'air. Je sais que tu le hais, papy. Je vais arranger ça. Ta grand-mère m'a dit ce que tu faisais. Tu n'as pas à partir en guerre pour nous. Si, je dois le faire. Vous êtes parti en guerre pour moi toute ma vie. C'est mon tour. Ses yeux étaient toujours clairs malgré tout. Ça va aller. Tu as le feu de ta grand-mère. Va les réduire en cendres, ma chérie. Le processus judiciaire a avancé plus vite que prévu. En 2 semaines, un juge a examiné les preuves dans l'affaire civile de la propriété et a rendu une décision préliminaire selon laquelle le transfert de propriété avait été obtenu par fraude et influence indue. Valérie a reçu l'ordre de quitter les lieux immédiatement. Mes parents ont eu l'interdiction de contacter mamie et papy sans supervision du tribunal. Le jour où Valérie a reçu l'avis d'expulsion, elle m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Tu es en train de tout gâcher. A-t-elle hurlé au téléphone. J'ai dépensé 10,000 $ pour rénover cet endroit. Tu as dépensé 10,000 $ pour une maison que tu as volée à 2 personnes âgées qui ne pouvaient pas se défendre. Considère ça comme le karma. Ils allaient mourir bientôt de toute façon. Quelle différence ça fait? La cruauté de cette déclaration m'a coupé le souffle. Tu es un monstre. Je suis pragmatique. Toi, tu as toujours été trop sentimental. C'est le monde réel, Jessica. Les gens utilisent les avantages qu'ils ont. Alors ça ne te dérangera pas que j'utilise les miens. On se voit au tribunal. J'ai raccroché et j'ai immédiatement transféré l'enregistrement à la détective Morrison. J'avais commencé à enregistrer tous les appels avec ma famille le jour où j'ai découvert ce qu'ils avaient fait. La détective Morrison a rappelé moins d'1 heure après. Cette déclaration, c'est de l'or. La pure conscience de sa culpabilité. Nous allons de l'avant avec les accusations. La couverture médiatique a commencé modestement, un reportage local sur la maltraitance des aînés, mettant en vedette le Riverside Care Center. Puis un journaliste a creusé plus profondément et a découvert le lien entre mes grands-parents,
l'établissement, et comment une famille les y avait délibérément placés. L'histoire est devenue virale. Une femme sauve ses grands-parents d'un établissement de soins abusifs après un abandon familial, a fait la une des journaux du soir. Mon téléphone a explosé de demandes d'interview. J'ai refusé la plupart d'entre elles, mais j'ai accepté un article de fond avec une journaliste spécialisée dans les droits des personnes âgées. Assise en face de la journaliste Angela Martinez, j'ai raconté toute l'histoire. Elle n'a pas caché son dégoût. « Qu'est-ce qui a fait croire à votre famille qu'elle pourrait s'en tirer comme ça ?» a-t-elle demandé. Le sentiment que tout leur est dû. La cupidité. La supposition que les personnes âgées comptent moins que les biens matériels. J'ai regardé directement la caméra. Mais elle compte. Mes grands-parents sont des êtres humains qui méritent dignité et respect. Ils m'ont tout donné en grandissant, et je refuse de laisser quiconque les traiter comme des objets jetables. L'article a été publié avec une photo de moi tenant la main de Mamie Ruth à l'hôpital. La réaction a été écrasante. Des centaines de personnes ont partagé des histoires similaires. Des avocats m'ont contacté pour offrir une aide pro bono. Des groupes de défense des droits voulaient utiliser notre cas pour faire pression en faveur de lois plus strictes sur la protection des aînés. Maman a essayé d'appeler. Papa aussi. J'ai bloqué leur numéro et envoyé un message par l'intermédiaire de Nathan, toute communication passe uniquement par le conseiller juridique. Valérie a tenté une approche différente. Elle s'est présentée à l'hôpital avec des larmes et des excuses. La sécurité l'a escortée dehors après qu'elle a essayé de forcer l'entrée de la chambre de mamie. Elle a posté sur les réseaux sociaux que j'avais monté la famille les uns contre les autres et que je jouais la victime pour attirer l'attention. La section des commentaires l'a démolie. Pendant ce temps, l'enquête sur le Riverside Care Center a révélé une négligence systématique affectant des dizaines de résidents. Les propriétaires ont fait face à des accusations criminelles. L'établissement a été fermé. D'autres familles se sont manifestées avec leurs propres histoires d'horreur, et soudain, le cas de mes grands-parents est devenu le catalyseur d'un règlement de compte bien plus large. L'infection de papy a disparu après 2 semaines d'antibiotiques. Mamie a repris un peu de poids avec une nutrition et des soins appropriés. Le jour de leur sortie, je les ai ramenés directement à la maison. Valérie l'avait laissée en piteux état, des trous dans les murs où elle avait essayé de monter une télévision, des taches sur la moquette. L'atelier de papy avait été transformé en salle de sport, avec des équipements encore éparpillés. Le jardin de mamie était envahi par les mauvaises herbes et négligées. Mamie a pleuré en voyant les tomates pourrir sur pied. On peut tout réparer, ai-je promis. Tout. Au cours du mois suivant, j'ai engagé des entrepreneurs pour réparer les dégâts. Des amis de l'église se sont portés volontaires pour aider au jardin. L'ami de pêche de papy a apporté des outils pour réorganiser l'atelier. Lentement, la maison s'est retransformée en ce foyer chaleureux et accueillant dont je me souvenais. La date du procès est arrivée en octobre. Tout le monde était là, mes parents, Valérie, les avocats, la détective Morrison, et même quelques journalistes. La juge, une femme sévère nommée Patricia Vega, a examiné les preuves avec un soin méticuleux. Nathan a présenté notre cas méthodiquement, l'acte de propriété frauduleux, les appels téléphoniques enregistrés, les dossiers médicaux de l'hôpital, les témoignages de mamie et papy sur la coercition qu'ils ont subie, des photos des conditions à Riverside, et des relevés bancaires montrant que j'avais remboursé le prêt en cadeau, avec des documents prouvant que mes grands-parents en étaient les seuls bénéficiaires prévus. La défense a tenté de faire valoir que mes parents avaient pris des décisions difficiles mais nécessaires concernant les soins aux personnes âgées, que Valérie avait agi de bonne foi, croyant que la maison avait été transférée en bonne et due forme, et que les conditions à Riverside n'étaient pas de leur responsabilité. La juge Vega n'a pas été dupe. J'ai examiné chaque élément de preuve présenté, a-t-elle dit, sa voix tranchant dans la salle d'audience. Ce que je vois ici, c'est un complot calculé pour escroquer 2 personnes âgées vulnérables de leur maison. Le transfert de propriété est par la présente annulé. La maison est restituée à Thomas et Ruth Winters, libre de toute charge. Valérie a eu un hoquet de surprise. Maman a saisi le bras de papa. La juge Vega n'avait pas fini. De plus, j'ordonne à Valérie Winters de rembourser tous les frais de rénovation qu'elle a engagés, car ils ont été faits sur une propriété qu'elle n'avait aucun droit légal de modifier. Les parents, Michael et Patricia Winters, sont condamnés à verser des dédommagements pour les frais liés aux soins des personnes âgées et les frais de justice. Ce tribunal trouve des preuves claires de maltraitance, de fraude et d'exploitation de personnes âgées. Votre honneur, l'avocat de papa s'est levé.
Mes clients sont prêts à verser une compensation financière, mais ils demandent la possibilité de maintenir une relation avec leurs parents. Cela ne dépend pas de moi, a dit la juge Vega. Cela dépend de M et Madame Winters. Papy Tom s'est levé lentement, s'appuyant sur sa canne. Permission de m'adresser à la cour? Accordé. Mon fils et sa femme ont montré qui ils sont vraiment. Ma petite fille Valérie a prouvé qu'elle accorde plus de valeur aux biens qu'aux personnes. Je ne veux aucun d'eux près de moi ou de ma femme. Ils sont morts pour nous. La finalité de sa voix a résonné dans la salle d'audience. Maman s'est mise à pleurer. Le visage de papa est devenu rouge. Valérie avait l'air d'avoir reçu une gifle. La juge Vega a hoché la tête. Le tribunal émettra une ordonnance restrictive interdisant aux accusés de contacter ou d'approcher Thomas et Ruth Winters sans leur consentement écrit explicite. Cette ordonnance s'étend à leur propriété et à tout lieu où ils pourraient résider. C'est de la folie, a crié papa. Ce sont mes parents. Alors vous auriez dû les traiter comme tels, a répondu froidement la juge Vega. Huissier, s'il y a d'autres éclats de voix, faites sortir les accusés de la salle. Les poursuites pénales ont suivi. La détective Morrison avait monté un dossier en béton. Mes parents faisaient face à des accusations de maltraitance, de fraude et d'exploitation de personnes âgées. Valérie a été accusée de complicité de fraude. Les propriétaires du Riverside Care Center faisaient face à de multiples chefs d'accusation de négligence criminelle et d'exploitation d'un établissement sans licence. La procureure adjointe chargée de l'affaire était une femme nommée Christina Ford, connue pour sa poursuite agressive des crimes en col blanc. Notre première rencontre a eu lieu dans son bureau du centre-ville, les murs tapissés de livres de droit et de distinction. Votre famille a choisi la mauvaise cible, a-t-elle dit, examinant les preuves étalées devant elle. Des victimes âgées, une trace écrite claire, des aveux enregistrés. C'est le cas de rêve d'un procureur. À quel point est-il vraiment solide, ai-je demandé. Laissez-moi vous expliquer ce que nous avons. Elle a affiché une présentation sur son ordinateur portable. Premièrement, le transfert de propriété frauduleux. Votre père a utilisé son expertise immobilière pour créer un document conçu pour tromper. Le langage confond délibérément un acte de renonciation avec une procuration médicale. Nous avons 3 experts en écriture qui témoigneront que des clauses ont été ajoutées après que vos grands-parents ont signé. Ils ont modifié les documents, plusieurs ajouts avec une encre différente, une pression de stylo différente. Votre père est devenu avide et négligent. Il a ajouté la clause de capacité d'entretien plus tard pour justifier la prise de la maison. Stupide de sa part. Elle a cliqué sur la diapositive suivante. Deuxièmement, les preuves de coercition. Le témoignage de votre grand-mère sur la manipulation systématique, combiné au relevé téléphonique montrant la fréquence des contacts pendant ces 3 semaines, établit un modèle d'influence indue. Nous avons également le témoignage de voisins qui ont vu votre famille retirer des biens de la maison le jour même où vos grands-parents ont été emmenés à Riverside. Je ne savais pas pour les voisins. La détective Morrison a fait le tour du quartier. Elle a trouvé 2 personnes qui ont trouvé étrange qu'un camion de déménagement se présente alors que vos grands-parents étaient censés être sortis pour la journée. Un voisin a même demandé à votre sœur ce qui se passait. Vous savez ce que Valérie a dit? Quoi? Elle a dit qu'il vidait les vieilleries parce que la maison allait être mise en vente. Le témoin numéro 3 l'a entendu dire ces mots exacts. Cela prouve qu'elle savait qu'il ne reviendrait pas, Christina a ouvert des fichiers audio. Troisièmement, nous avons vos conversations téléphoniques enregistrées. La déclaration de Valérie sur le fait qu'ils allaient mourir bientôt de toute façon montre une dépravation. Le commentaire de votre mère sur le fait d'en avoir eu marre d'eux démontre un abandon conscient. La déclaration de votre père sur le trop de travail confirme qu'il considérait vos grands-parents comme des fardeaux plutôt que comme des personnes. Et pour Riverside? C'est là que ça devient intéressant. L'établissement fonctionnait sans licence appropriée. L'administrateur a des liens avec votre père par le biais de son entreprise immobilière. Il y a 5 ans, votre père a aidé l'administrateur à acheter le bâtiment. Ils ont une relation d'affaires depuis tout ce temps. Ma mâchoire est tombée. Papa a envoyé ses propres parents dans un établissement auquel il était financièrement lié. Pas seulement des liens financiers. Nous avons réquisitionné ses relevés bancaires. Il a reçu 3 paiements distincts de Riverside totalisant 15,000 $ dans les mois qui ont suivi le placement de vos grands-parents. Des pots de vin pour les recommandations. Il a profité de leur abandon. Exactement.
Ce qui élève cela de la simple négligence à une exploitation calculée. Le jury va le détester. Elle m'a ensuite montré des photographies, des images de Riverside que les ambulanciers avaient documentées. Literie souillée, équipements cassés, nourriture périmée dans la cuisine, médicaments mal stockés. L'établissement était une bombe à retardement. Nous avons 12 autres familles qui se sont manifestées avec des plaintes. Vos grands-parents n'étaient pas les seules victimes, juste celles dont la famille s'est battue. Combien de chefs d'accusation au total? Votre père fait face à 6 chefs d'accusation de crimes, maltraitance de personnes âgées, fraude, faux en écriture, exploitation d'un adulte dépendant, complot, et acceptation de pots de vin illégaux. Votre mère en affronte 4, maltraitance de personnes âgées, fraude, complot, et obstruction pour avoir menti au service de protection des adultes. Valérie en affronte 3, complicité de fraude, complot, et fausse déclaration aux autorités. À quel genre de peine pouvons-nous nous attendre? Christina s'est penchée en arrière dans son fauteuil. S'ils sont reconnus coupables de tous les chefs d'accusation, votre père pourrait écoper de 12 ans. Votre mère, 8. Valérie, 5. En réalité, les délinquants primaires sans antécédent de violence obtiennent généralement des peines réduites ou une probation. Mais je vais plaider pour une peine de prison ferme en raison de la vulnérabilité des victimes et de la motivation financière. Ils méritent la prison. Je suis d'accord. Mais je dois vous préparer à la possibilité qu'ils s'en sortent avec une probation et des dédommagements. Le système n'est pas toujours juste. Alors je m'assurerai qu'ils paient d'autres manières. Christina a souri sombrement. Voilà l'esprit. Maintenant, il y a autre chose que vous devriez savoir. Vos parents ont engagé Thomas Kirkland comme avocat. Ce nom devrait me dire quelque chose? C'est l'un des meilleurs avocats de la défense de l'État. Spécialisé dans l'obtention de peines réduites pour les criminels en col blanc. Il va plaider que vos parents agissaient par réelle préoccupation, qu'ils croyaient que Riverside était adéquate, que le transfert de propriété était un malentendu. Mais nous avons des preuves. Nous avons beaucoup de preuves. Mais Kirkland est doué pour créer un doute raisonnable. Il dépeindra vos parents comme des enfants inquiets prenant des décisions difficiles concernant des parents vieillissants. Il dira que des erreurs ont été commises, mais qu'il n'y avait pas d'intention criminelle. Il fera venir des témoins de moralité pour dire à quel point ce sont de bonnes personnes. Que faisons-nous? Nous les enterrons sous les faits, les documents, les enregistrements, les preuves médicales, les témoignages d'experts. Nous rendons impossible pour le jury de voir cela autrement que ce que c'est, de l'exploitation et de la maltraitance. Elle a fermé son ordinateur portable. Mais j'ai besoin que vous soyez prête pour un combat. Ce ne sera ni rapide, ni facile. Peu importe le temps que ça prendra. Bien, parce que des procès comme celui-ci peuvent prendre 1 an ou plus pour arriver au tribunal. En attendant, votre famille utilisera toutes les tactiques dilatoires possibles. Ils déposeront des requêtes, demanderont des reports, feront traîner les choses, espérant que vous abandonnerez ou que vous accepterez un arrangement. Je n'accepterai aucun arrangement. J'espérais que vous diriez ça. Christina s'est levée et m'a tendu la main. Faisons-leur regretter d'avoir jamais pensé qu'ils pourraient s'en tirer. Le procès était prévu 9 mois plus tard, mais les audiences préliminaires ont commencé immédiatement. Toutes les quelques semaines, il y avait une autre comparution, une autre motion en irrecevabilité, une autre tentative de Thomas Kirkland pour faire réduire les charges ou exclure des preuves. Lors d'une audience, il a soutenu que les conversations téléphoniques enregistrées devraient être irrecevables, car je n'avais pas informé ma famille que j'enregistrais. Nathan s'est levé immédiatement. Votre honneur, nous sommes dans un état où le consentement d'une seule partie est requis. Madame Winters était légalement autorisée à enregistrer les conversations auxquelles elle participait. De plus, ces enregistrements contiennent des aveux directs de conduite criminelle. Les exclure serait un déni de justice. La juge a été d'accord. Motion rejetée. Les enregistrements sont conservés. Kirkland a essayé un autre angle. Ces enregistrements ont été obtenus sous la contrainte émotionnelle. Mes clients étaient bouleversés par un conflit familial et ont parlé de manière irréfléchie. Leurs mots ne reflètent pas leurs véritables intentions. Christina s'est levée cette fois. Votre honneur, la contrainte émotionnelle n'annule pas un aveu. Si les accusés pouvaient exclure des preuves en prétendant qu'ils étaient contrariés lorsqu'ils ont avoué des crimes, nous ne condamnerions jamais personne. Les déclarations sont claires, sans ambiguïté, et directement pertinentes aux accusations. Motion rejetée,
a répété la juge, l'air agacé. Chaque petite victoire semblait énorme. Chaque fois que la juge statuait en notre faveur, je voyais la confiance de mes parents se fissurer un peu plus. Maman a commencé à avoir l'air hagard. Le costume de papa semblait flotter sur lui. Valérie a complètement cessé de croiser mon regard. Entre les audiences, je me suis concentré sur la convalescence de mes grands-parents. L'infection de papy a finalement complètement disparu, bien qu'il ait eu besoin de physiothérapie pendant des mois pour retrouver sa force. Le poids de mamie est revenu lentement, et la lumière est revenue dans ses yeux. Un après-midi, alors que j'aidais mamie avec ses exercices, elle m'a interrogé sur le procès. « Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» a-t-elle dit. Le stress, la publicité, traînaient notre famille dans la boue. Ils se sont traînés eux-mêmes dans la boue. Je m'assure juste que tout le monde le voit. Mais que penseront les gens de nous? Ils penseront que vous êtes des survivants. Ils penseront que vous êtes courageux de témoigner. Ils penseront que votre petite fille vous aime assez pour se battre pour la justice. Elle a touché doucement mon visage. Je m'inquiète de ce que cela te fait. Toute cette colère et cette vengeance, ce n'est pas sain. Ce n'est pas de la vengeance, mamie. C'est la responsabilité. Il y a une différence. Vraiment? Parfois, je n'arrive plus à faire la distinction. Ces mots m'ont marqué. Cherchais-je la justice ou la vengeance? Où était la limite? J'y ai pensé pendant les longs trajets vers le tribunal, pendant les nuits blanches à préparer mon témoignage, pendant les moments de calme où la maison était silencieuse. La réponse m'est venue un soir, en regardant papy travailler dans son atelier, restauré dans cet espace qui lui avait presque été volé. Il ne s'agissait pas de faire souffrir ma famille. Il s'agissait de s'assurer qu'il ne pourrait plus faire de mal à personne d'autre. De montrer à d'autres familles que la maltraitance des aînés a des conséquences. De rendre à mes grands-parents leur dignité. C'était ça, la justice. La vengeance aurait été de détruire leur vie simplement parce que je le pouvais. La justice, c'était de les tenir responsables par des moyens légaux, avec des preuves et une procédure régulière, en laissant le système déterminer leur sort. La distinction était importante. Le procès a duré 3 semaines. J'y ai assisté chaque jour, assise derrière mes grands-parents, m'assurant que mes parents me voient, m'assurant qu'ils comprennent les conséquences de leurs actes. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Papa a écopé de 18 mois de prison, avec sursis, assorti de travaux d'intérêt général et de dédommagement. Maman a reçu la même peine. Valérie a obtenu une probation et a été condamnée à payer 50,000 $ d'amende et de dédommagement. Les propriétaires de Riverside ont eu de la prison ferme, 3 ans chacun. Ce n'était pas assez. Rien ne serait jamais assez, mais c'était quelque chose. La vie a lentement repris son cours, ou ce qui en tenait lieu désormais. Mamie a replanté son jardin. Papy a fini de restaurer un vieux bateau de pêche dans son atelier. J'ai pris un congé sabbatique de mon travail à Denver et je me suis installé dans la chambre d'amis pour les aider pendant leur convalescence. Nous ne parlions jamais de maman, papa, ou Valérie, sauf si des questions juridiques l'exigeaient. Ils ont essayé de nous contacter par l'intermédiaire de parents éloignés, en envoyant des lettres par des tiers, et même en se présentant une fois à l'église, jusqu'à ce que l'ordonnance restrictive soit appliquée. Chaque tentative a été accueillie par le silence. Un après-midi de décembre, alors que mamie et moi faisions des conserves de tomates du jardin, elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. « Tu as tant sacrifié pour nous », a-t-elle dit. « Ta carrière, ta vie à Denver, tes relations familiales. Je n'ai rien sacrifié qui comptait. Vous et papy êtes ma famille, la seule famille dont j'ai besoin. Pourtant, nous ne serons pas là pour toujours. Que adviendra-t-il de toi quand nous serons partis? J'y avais pensé tard dans la nuit, quand la maison était silencieuse et que le poids de tout cela m'écrasait. J'honorerai votre mémoire en étant le genre de personne que vous m'avez élevé à être. Quelqu'un qui défend ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Mamie m'a serré dans ses bras, une étreinte qui sentait la tomate et son parfum de lavande. Tu le es déjà, ma chérie. Tu le es déjà. Le groupe de défense des droits des aînés avec qui j'avais travaillé m'a offert un poste de porte-parole et de consultante. Il voulait quelqu'un qui comprenait les aspects juridiques et émotionnels de la maltraitance des aînés par expérience personnelle. J'ai accepté, pensant que je pourrais travailler à distance et continuer à aider mes grands-parents.
Mon premier discours a eu lieu lors d'une audition législative de l'État sur le renforcement des lois de protection des aînés. Debout à ce podium, face à des rangées de législateurs et de militants, j'ai raconté notre histoire. J'ai montré des photos de mamie et papy à l'hôpital. J'ai lu des extraits des rapports médicaux. J'ai fait jouer l'enregistrement de Valérie disant qu'ils allaient mourir bientôt de toute façon. 3 mois plus tard, une nouvelle législation a été adoptée, une surveillance plus stricte des établissements de soins, des exigences de signalement obligatoires, et des peines plus sévères pour la maltraitance et l'exploitation des aînés. Ils l'ont appelée la loi de protection Thomas et Ruth Winters. Papy a pleuré en apprenant la nouvelle. Quelque chose de bien est sorti de quelque chose d'horrible, a-t-il dit. C'est comme ça que ça devrait fonctionner, ai-je répondu. Valérie a tenté une dernière fois de me contacter, en envoyant un long email par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Il était plein d'excuses et de justifications, disant qu'elle avait été influencée par nos parents, qu'elle avait fait une erreur, qu'elle voulait une chance de se racheter. L'email se terminait par une demande d'argent pour l'aider à payer ses amendes. Je l'ai supprimé sans répondre. Mes parents ont envoyé une lettre disant qu'ils avaient terminé leurs travaux d'intérêt général et voulaient se réconcilier. Ils ont inclus des photos d'eux en train de faire du bénévolat dans un autre centre pour personnes âgées, comme si cela effaçait ce qu'ils avaient fait. Mamie a lu la lettre une fois et me l'a rendue. Certaines choses ne peuvent être pardonnées. Certaines personnes ne méritent pas une seconde chance. J'ai brûlé la lettre dans la cheminée pendant que papy regardait. Bon débarras, a-t-il dit. La maison est devenue un lieu de rassemblement pour les gens qui comptaient. Nathan venait pour les dîners du dimanche avec sa famille. La détective Morrison passait de temps en temps pour prendre des nouvelles de mamie et papy. Angela Martinez a fait un article de suivi sur leur rétablissement, montrant la maison rénovée et le jardin florissant. Mes amis de Denver venaient me voir quand ils le pouvaient. Mon patron m'appelait régulièrement, gardant mon poste vacant pour quand je serais prête à revenir. Mais plus je passais de temps dans cette maison, entourée d'amour et de but, moins j'avais envie de partir. « Es-tu heureuse ?» m'a demandé papy un matin autour d'un café. Oui, je le suis vraiment. Même après tout ça. Surtout après tout ça. Je sais qui compte vraiment maintenant. Je sais ce qui vaut la peine de se battre. Il a hoché la tête, satisfait. C'est la leçon la plus précieuse que l'on puisse apprendre. 2 ans après le procès, j'ai reçu un appel de Nathan. Mes parents avaient déposé une motion pour faire réduire leur dédommagement, invoquant des difficultés financières. Ils voulaient savoir si je témoignerais à l'audience. Absolument, ai-je dit sans hésitation. L'audience a été brève. J'ai présenté des preuves du train de vie continu de mes parents, qui n'avaient en fait pas beaucoup changé malgré leurs affirmations. Papa conduisait toujours une voiture de luxe. Maman prenait toujours des vacances au spa. Ils avaient simplement redirigé l'argent loin des paiements de dédommagement. La juge a rejeté leur motion et a augmenté le calendrier de paiement. Peut-être que si vous ajustiez votre style de vie au lieu de tenter de contourner vos obligations légales, vous trouveriez les fonds disponibles, a-t-elle dit d'un ton glacial. En sortant du palais de justice, j'ai vu maman près de leur voiture. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Puis je me suis souvenu des joues creuses de mamie dans ce lit d'hôpital, des escarres infectés de papy, de la peur dans leurs yeux quand ils parlaient de Riverside. J'ai continué à marcher. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche avec mamie et papy, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange et rose. Le jardin était en pleine floraison. Des carillons éoliens tintaient dans la brise. Tout était paisible. « Dis-moi quelque chose » a dit mamie. « Regrettes-tu quoi que ce soit ? Les disputes, les procès, le fait de couper les ponts avec tes parents. » J'y ai réfléchi attentivement. Je regrette que ce fût nécessaire. Je regrette que des personnes avec qui je partageais de l'ADN se soient révélées capables d'une telle cruauté. Mais je ne regrette pas de vous avoir protégé. Je le referai 1000 fois. Même si ça t'a coûté ta famille. Ça ne m'a pas coûté ma famille. Ça m'a montré qui est ma vraie famille. Papy a tendu la main et a serré la mienne. Le meilleur investissement que nous ayons jamais fait, c'est de t'élever. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait, c'est de rembourser cette maison. Nous sommes restés assis ensemble jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, 3 personnes liées par l'amour plutôt que par l'obligation, par le choix plutôt que par la circonstance. La maison autour de nous se dressait, solide et sûre,
remplissant enfin son véritable objectif, abriter les personnes qui le méritaient le plus. Parfois, la justice est lente. Parfois, elle est imparfaite. Mais quand on se bat pour les bonnes raisons, quand on défend ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, quand on refuse de laisser la cruauté impunie, on crée quelque chose qui compte plus que la vengeance. On crée un héritage d'amour. Et au final, c'est la seule chose qui compte vraiment.